Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et aujourd'hui, dans ce nouveau hors-série du podcast Passion médiéviste, je vous propose une plongée dans une de mes parties préférées du Moyen-Âge, le XIIIe siècle. Et nous allons parler de cette période sous un angle que je crois n'avoir quasiment jamais abordé dans ce podcast, enfin il me semble, l'orfèvrerie et l'art religieux. Car oui, jusqu'au 20 octobre 2024 se tient à Paris au musée de Cluny, que vous commencez à bien connaître maintenant si vous écoutez Passion médiéviste depuis un moment, donc se tient l'exposition Merveilleux trésors d'Osny, éclat du XIIIe siècle. Et pour en savoir plus, j'ai eu la chance de discuter avec la co-commissaire de l'exposition. Bonjour, je suis Christine Descatoires, je suis conservatrice au musée de Cluny et je suis chargée des collections d'orfèvrerie et de tissus occidentaux, broderie et soierie. Et alors aujourd'hui, on est dans une partie du musée de Cluny auquel le public n'a pas du tout accès. Est-ce que vous pouvez nous décrire où nous sommes ? Eh bien, nous sommes dans mon bureau qui donne sur le jardin du musée. C'est pour ça qu'on entend les petits oiseaux. Et oui, même il y a un petit peu de bruit de circulation et tout ça. Vraiment, on est dans les bureaux, on est au 2e étage, c'est ça ? On est au 2e étage et on est juste en dessous de juste au-dessus de la chapelle des abbés de Cluny. Donc voilà, la prochaine fois que vous êtes dans la partie chapelle du musée pour imaginer le bureau au-dessus de nous. Alors, donc nous allons parler de ce fameux trésor, mais comme d'habitude dans Passion médiéviste, on va commencer par des petits points de définition. C'est important, je pense, pour bien comprendre. Alors déjà, qu'est-ce qu'un trésor d'église ? Première chose. Alors, un trésor d'église, c'est un ensemble d'objets précieux qui ont été rassemblés et qui appartiennent à une église. Ça peut être des objets liturgiques comme un calice, une patène, un ciboire ou des reliquaires. Ils sont la plupart du temps religieux, mais il y a aussi dans les trésors d'église parfois des objets profanes qui ont été donnés aux églises et qui sont réutilisés à des fins religieuses, par exemple pour abriter des reliques. Et puis aussi, les trésors d'église, beaucoup sont parvenus jusqu'à nous puisqu'ils ont été protégés dans les églises, mais c'était aussi une réserve monétaire. Donc si jamais l'église en question avait besoin d'un peu de sous, le joli calice en or, hop, on le revendait, c'est ça ? Il y avait parfois des fontes pour combler les besoins financiers. Enfin, dans la mesure du possible, on gardait ces objets puisqu'ils avaient une dimension sacrée. Donc c'est ça qui est intéressant à dire, c'est que ce sont des objets qui ont servi, c'est pas seulement des objets d'art, pas seulement, il y a les reliquaires, on va en parler bien sûr, mais ce sont vraiment des objets même de la vie quotidienne d'une église pour son fonctionnement, pour les rites, pour la liturgie. Oui, tout à fait. Dans le trésor d'Osny, il y a un calice et une patène, qui était probablement le calice et la patène de l'autel de la Sainte Trinité, puisque sur le calice, il représentait une Sainte Trinité, et c'était l'autel de l'église du prieuré. Et puis, il y a aussi des plats de reliure d'un évangéliaire. Ce sont les deux principaux objets liturgiques. Tout le reste, ce sont des reliquaires. C'est avant tout un trésor de reliquaires. Et donc, avant de parler en détail du trésor, parlons déjà de son lieu de création et donc de son histoire. Donc, Osny, où est-ce qu'on est ? Quel est le contexte historique ? Donc là, on est au XIIIe siècle, c'est ça ? Oui, on est dans un prieuré qui a été créé à la fin du XIIe siècle. Un prieuré, c'est un établissement religieux. Alors, soit c'est un établissement religieux qui dépend d'une abbaye, mais ici, ce n'est pas le cas. C'est un établissement religieux qui abrite des chanoines réguliers. Et on ne parle pas de monastère, on parle de prieuré. Et ils suivent la règle de Saint-Augustin. Donc ce prieuré, qui s'appelle prieuré Saint-Nicolas, parce qu'il est dédié à Saint-Nicolas, il a été fondé à la fin du XIIe siècle, vers 1192, on pense, par des frères, 3 frères, et même 4, mais le 4e était sans doute beaucoup plus jeune, qui venaient de Walcourt, non loin d'Osny. Alors Osny, c'est sur la Sambre. C'est dans une région qu'on appelle l'Entre-Sambre et Meuse.
entre la Sambre et la Meuse, et qui est juste à côté de la région Mosane, à côté de Liège. Dans l'entre-Sambre et Meuse, on trouve Namur, qui est la plus connue, qui est aussi sur la Meuse. Et alors, c'était une région qui était en plein développement économique au XIIIe siècle et aussi artistique. Il y a beaucoup de centres économiques, un transfert des marchandises sur la Sambre, sur la Meuse, des centres très actifs au plan économique, mais aussi au plan artistique. Et aussi, juste pour replacer aussi Osny donc, dans le contexte un peu historique général, Osny dépend de quoi? De quelle entité politique, si je puis dire? En fait, ça varie au long du XIIIe siècle, parce que Osny tantôt dépend du comté de Namur, tantôt du duché de Brabant. Et justement, Osny se trouve plus ou moins à la jonction, dans une zone un peu frontière entre ces deux entités politiques, comté de Namur, duché de Brabant, qui se disputent un certain nombre de territoires, hein, et donc ça fluctue. Au plan religieux, Osny est sous la dépendance et la protection de l'évêque de Liège. Donc, comté de Namur, duché de Brabant et évêque de Liège pour la protection et l'autorité religieuse. Oui, donc on est vraiment sur un territoire qui est à la jonction de différentes autorités. Donc, vous avez dit, le prieuré existe là quand on est au XIIIe siècle, existe depuis pas beaucoup de temps. Comment est-ce qu'il est positionné par rapport au reste du paysage religieux ? En fait, c'est une région où il y a eu beaucoup de créations d'institutions religieuses. Notamment, il y a la grande abbaye de Floreffe, non loin d'Osny. Il y a de nombreuses abbayes, il y a de nombreuses institutions religieuses, dont ce prieuré qui est un prieuré de chanoines réguliers. Et là, au XIIIe siècle, on est sur environ combien de chanoines ? Comment est-ce que c'est organisé ? Enfin, est-ce qu'on sait déjà à quel point est-ce qu'il était important ? Alors, ce n'était pas un prieuré très important. Et il y a même une certaine dichotomie, en quelque sorte, entre l'importance du prieuré, qui était moyenne, puisqu'il n'y a jamais eu, au XIIIe siècle, il n'y a jamais eu plus de 12 prieurs. C'est une petite institution. Et il y a cette dichotomie entre le prieuré et la richesse, entre ce prieuré assez modeste et la richesse du trésor. Mais la richesse du trésor et l'importance du prieuré, elle est aussi liée à 3 personnages que sont Marie d'Osny, Jacques de Vitry et Hugo d'Osny. Commençons déjà effectivement par parler de cette fameuse Marie d'Osny. Alors, Marie d'Osny, c'est à la fois une mystique, une visionnaire. Elle est née dans le Brabant. Elle arrive à Osny, au prieuré, en 1207. Visiblement, elle a été attirée par le prieuré. Elle est encore jeune à cette époque-là. Elle s'est mariée très jeune, vers 14 ans. Mais elle vit avec son époux dans la chasteté, ce qui se faisait au Moyen-Âge. Hein. Oui, il y avait des époux qui décidaient de vivre dans la chasteté. Et tous les deux, ils vont d'abord dans une léproserie. Et ensuite, elle est visiblement attirée par le prieuré d'Osny et par la contemplation. Donc elle part au prieuré d'Osny et elle arrive au prieuré d'Osny en 1207. Elle va s'installer près de l'église dans une cellule isolée, mais elle n'est pas recluse, hein, elle sort de sa cellule. Et elle a été attirée par le prieuré aussi parce qu'à côté des chanoines réguliers, il y avait une communauté de femmes religieuses qu'on pourrait appeler un proto-béguinage, qui vivaient dans le respect de la religion, mais qui n'avaient pas prêté de vœux. Ce sont des laïcs, en fait, les béguines. Hein. Elles travaillent, elles s'occupent des pauvres, elles ont des activités charitables et aussi, donc, elles surviennent à leurs besoins. Elles vivent plus ou moins en communauté, parfois dans des maisons séparées, parfois en communauté. Donc là, il y avait visiblement une communauté de ces femmes religieuses, on ne parle pas encore de béguines à ce moment-là, qui était dirigée par la mère des 3 frères qui avaient fondé le prieuré, Marie d'Oualcourt.
Et Marie d'Osny, on appelait au départ Marie de Nivelles, puisqu'elle est née à Nivelles. Quand elle arrive à Osny, après on va l'appeler Marie d'Osny. Elle est plus ou moins attirée par cette communauté de femmes religieuses, mais elle n'est pas complètement insérée dans cette communauté, puisqu'elle ne s'installe pas avec ces femmes religieuses, mais justement elle s'installe dans cette cellule près de l'église. Oui, parce qu'au début, moi j'étais un peu surprise de dire dans un prieuré, une femme peut venir et tout ça. On peut se trouver ça un peu étonnant, mais après, même si on n'est pas dans un monastère, donc là je comprends un peu mieux effectivement le fait qu'il y ait déjà une présence féminine, on pouvait accepter qu'une femme vienne s'installer. Et en quoi Marie d'Osny a été importante pour le prieuré ? Alors, Marie d'Osny était une femme très marquante en quelque sorte, à la fois par une ascèse extrêmement rude et aussi par ses visions. Donc en fait, dès 1208, un an après son arrivée, elle a attiré, visiblement, c'est sans doute elle qui a attiré au prieuré Jacques de Vitry, qui avait fait ses études religieuses à Paris. D'ailleurs, il devient prêtre 2 ans plus tard à Paris. Bon, il est attiré par cette communauté de chanoines réguliers, mais aussi déjà un peu peut-être par la réputation de Marie d'Osny. Et c'est lui qui va la faire connaître, hein, parce que bon, elle meurt assez vite. Elle meurt en 1213. Entre-temps, ils sont devenus très amis. Lui, il est devenu chanoine régulier du prieuré d'Osny, mais il n'y réside pas tout le temps, donc il vient régulièrement au prieuré. Et il est très proche de Marie. Il est même là présent au moment où elle meurt. Elle meurt à 36 ans, hein, en 1213, parce qu'elle s'est imposée une ascèse tellement rigoureuse, elle n'a pas résisté, son corps n'a pas résisté. Oui, c'était pas forcément une très très bonne idée peut-être. Et elle avait des visions assez fortes. On dit parfois qu'elle criait près de l'église, elle criait dans sa cellule et ça gênait les chanoines dans leurs prières. Alors, comment on sait tout ça ? C'est parce que Jacques de Vitry a rédigé une vie de Marie d'Osny. Justement, entre 1213, l'année où elle meurt, et 1216, on ne sait pas la date exacte, mais enfin, il a rédigé cette vie de Marie d'Osny, en latin bien sûr, après la mort de Marie d'Osny. C'est une biographie, c'est une hagiographie en fait. Hein. Il raconte ses extases, ses visions, son ascèse, et puis aussi comment elle attirait des gens, parce qu'elle attirait des pèlerins. Sa présence attirait des pèlerins. Enfin, il y avait déjà des reliques au prieuré d'Osny, parce que c'est le prieuré Saint-Nicolas, il y avait déjà des reliques de Saint-Nicolas. Mais en plus, elle, par sa présence, elle pouvait attirer des gens, et surtout après sa mort, par ses reliques, par ses propres reliques. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit, mais c'est effectivement une mode un petit peu de l'époque de ces femmes, enfin mais aussi hommes, il me semble, visionnaires, parce que quand on pense femmes visionnaires et qui ont des voix et tout ça, bon, on pense à Jeanne d'Arc, mais c'est bien après Jeanne d'Arc, on voit que même déjà à cette époque-là, on avait déjà ce phénomène de femmes, voilà, de mystiques, comme vous l'avez dit. Et ce qui est aussi intéressant, par contre, alors ce que je me demandais, c'est que du coup, ces reliques, même après sa mort, attirent, mais pourtant, elle n'est pas sainte. Elle n'est pas reconnue comme sainte. Alors, en fait, elle n'est pas officiellement canonisée. Et d'ailleurs, il y aura un supplément à la vie de Marie d'Osny en 1231, écrit par Thomas de Cantimpray, pour essayer de la faire canoniser. C'était une sorte de plaidoyer où il va surtout raconter ses miracles afin que Marie puisse être canonisée. Mais ça n'a pas marché, elle n'a pas été canonisée, elle est seulement bienheureuse et non pas sainte, mais elle est vénérée comme une sainte. Et ses reliques sont vénérées comme celles d'une sainte. Donc là, on comprend bien effectivement comment le prieuré d'Osny est de plus en plus connu, et on arrive enfin au fameux trésor. Alors pourquoi est-ce qu'on commande ce trésor ? Est-ce qu'il y avait des besoins particuliers ? Et voilà, comment se passe cette commande ? Alors, il n'y a pas une commande du trésor. Hein. Le trésor n'a pas été commandé, il y a eu des commandes ponctuelles. Et puis aussi la création d'objets à partir de reliques ou d'objets précieux, et notamment de gemmes, que Jacques de Vitry avait rapportés au prieuré. Parce que Jacques de Vitry, à partir de 1216, il est évêque d'Acre en Terre Sainte pendant une dizaine d'années. Et il va d'ailleurs revenir plusieurs fois en Occident pendant cette période. Et on sait que Jacques de Vitry a été vraiment un mécène très important pour le prieuré. Il a
donné des reliques. Il y a des reliques de Terre Sainte qui sont dans les reliquaires du prieuré qui ont probablement été apportées par Jacques de Vitry. Il y avait un peu du trafic de reliques à l'époque, on peut en parler aussi. Ça circule beaucoup, ça circule beaucoup. Il a offert aussi au prieuré des gemmes, il a donné peut-être aussi du métal précieux, parce que le prieuré n'avait pas les moyens de s'acheter ces objets très précieux. Alors, le prieuré avait besoin d'objets pour fonctionner, par exemple le calice et la patène. Parce qu'un calice, je pense qu'on voit ce que c'est, mais une patène, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est aussi ? Alors, le calice sert à contenir le vin consacré et la patène sert à contenir les hosties consacrées. Et le calice et la patène vont ensemble. Et donc, ce calice et cette patène ont été réalisés par Hugo, dont je vais en parler ensuite, de l'orfèvre, Hugo d'Osny, dans les années 1226-1229. Probablement, là, c'est une commande du prieuré et certainement même du prieur lui-même, qui est en fait le frère de Hugo, c'est Gilles de Walcourt, puisque l'un des frères qui a fondé le prieuré d'Osny a été le prieur jusqu'à sa mort en 1234. Donc Gilles de Walcourt, on dit que c'est le calice de Gilles de Walcourt, ou calice dit de Gilles de Walcourt, parce qu'on pense que c'est Gilles de Walcourt qui a fait cette commande. Et probablement aussi les plats de reliure de l'évangéliaire et l'évangéliaire ont été commandés pour la liturgie dans le prieuré, pour le culte. Après, les reliquaires, ils sont commandés probablement par le prieuré, mais surtout réalisés pour abriter des reliques qui ont été données au prieuré, alors par Jacques de Vitry ou par d'autres. Ces reliquaires sont créés par Hugo d'Osny et son atelier, et puis ensuite par l'atelier seul, mais après la mort de Hugo. Et puis le trésor comprend aussi des objets qui ont été donnés par Jacques de Vitry au prieuré, comme ces deux mitres. Là, c'est pas de l'orfèvrerie, il y a une mitre en parchemin et une mitre brodée. Donc la mitre, c'est le couvre-chef qui est porté par l'évêque et qui est un de ses attributs. C'est un bonnet triangulaire avec deux galons qui pendent à l'arrière qu'on appelle les fanons. Et à cette époque, les mitres ne sont pas très hautes. Ce sont des petites mitres triangulaires. Elles vont s'élever de plus en plus ensuite. Donc, il y a deux mitres dans le trésor qui sont présentés en alternance, par rotation dans l'exposition, parce que les matériaux sont fragiles, que ce soit les tissus ou le parchemin, puisqu'il y a une mitre en parchemin, ce qui est extrêmement rare, c'est quasiment unique. Jacques de Vitry a donné aussi ses anneaux épiscopaux. C'est un attribut de l'évêque, un élément de sa parure. Ils sont en saphir. Et puis il a donné aussi un autel portatif. Un autel portatif, c'est une pierre d'autel qui peut être ornée. Celle-ci, elle est ornée, c'est une pièce d'orfèvrerie qui est emportée par le prêtre quand il voyage pour pouvoir dire la messe en voyage. C'est une petite église miniature pour faire la prière un peu partout. C'est ça, c'est un autel miniature, et comme tout autel, y compris justement, comme les grands autels, il contient des reliques. Un autel contient forcément des reliques. Alors, racontons aussi donc l'atelier d'orfèvre, parce que qu'est-ce qu'on sait de cet atelier d'orfèvre ? Alors, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que Hugo d'Osny, qui était donc sûrement le plus jeune frère, et qui a dû se former un petit peu partout dans les régions septentrionales, on ne sait pas exactement où il s'est formé. Autant sur Marie, on sait beaucoup de choses. Autant sur Jacques de Vitry, on sait beaucoup de choses aussi, parce qu'il a été un prélat important, puisqu'il a terminé sa vie comme cardinal. Donc c'est quelqu'un dont on connaît bien la vie. Autant on ne sait presque rien sur Hugo. Il y a une seule mention de Hugo d'Osny dans un texte de 1251 qui parle de la fondation du prieuré et qui est un prologue aux statuts du prieuré qui ont fini par être rédigés. Hugo, donc, il s'est formé probablement dans le nord de la France, probablement dans le diocèse de Liège. Il a dû fréquenter des centres comme Arras ou Liège. Alors, il a sans doute créé des choses, des objets à ce moment-là, avant 1226-29. On n'a pas d'éléments, on ne sait rien, rien ne nous est parvenu. Et les objets qui nous sont parvenus, c'est à partir environ de 1226-29. Alors là, comme on le sait, c'est par recoupement de documents sur ces objets. C'est pour ça qu'on pense que c'est mon collègue Julien de Vos
qui est mon co-commissaire pour la création de cette exposition, qui est responsable des musées et du patrimoine de la province de Namur. Il a repris tous les documents concernant le prieuré d'Osny, et d'après les documents qu'il a repris, les premières œuvres de Hugo auraient été créées vers 1226-29 et non pas vers 1228-1230 comme on disait avant. Bon, ça change beaucoup de choses. On sait qu'Hugo avait un atelier dans le prieuré, peut-être dès avant cette période, peut-être à partir de cette période de 1226-29, et il a créé nombre de ses œuvres qui sont aujourd'hui dans le trésor, dans cet atelier où il n'était pas seul. Il y avait sûrement aussi d'autres orfèvres, ou en tout cas des compagnons, il y avait sûrement des apprentis, il y avait certainement d'autres orfèvres qui travaillaient avec lui. Il a fait aussi des commandes pour d'autres institutions. On sait qu'il a eu des commandes pour l'abbaye de Floreffe, mais ce qui est resté de ses créations, ce sont celles qui sont au trésor d'Osny aujourd'hui. Donc justement, détaillons ensemble ce trésor. En quoi est-ce qu'il est particulier par rapport à d'autres trésors d'église et pourquoi est-ce qu'il est autant précieux ? Une de ses particularités, c'est son homogénéité, parce que pratiquement toutes ces pièces ont été réalisées par Hugo et son atelier, ou par l'atelier après la mort de Hugo, puisque Hugo meurt vers 1240, et l'atelier continue à fonctionner jusque vers 1260-1270. Bien sûr, il y a une évolution, mais malgré ça, il y a une grande homogénéité de ces pièces. Et par ailleurs, Hugo d'Osny est un des grands orfèvres de la première moitié du XIIIe siècle. Et donc, ce trésor, il est marqué par le sceau de ses créations, de son imagination, de sa maîtrise, de ses grandes qualités d'orfèvre. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire ça ? En fait, là, vraiment, on essaie d'imaginer pour les visiteurs et visiteuses qui n'y connaissent rien en orfèvrerie, qu'est-ce qui permet de remarquer, qu'est-ce qui permet de dire « Ah oui, là, on est sur une belle pièce d'orfèvrerie ». Alors, ça n'est pas si facile. Bien sûr, il y a la préciosité des matériaux, puisque l'orfèvrerie, c'est principalement l'utilisation de matériaux précieux, donc de l'or, de l'argent doré. Ça peut être du cuivre doré, c'est un petit peu moins précieux, mais pourvu qu'il soit doré, il entre dans l'orfèvrerie. Les gemmes, donc les pierres précieuses, les perles, et aussi les émaux. Mais ça, les émaux, ça ne concerne pas beaucoup Hugo d'Osny. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de ses créations, c'est qu'il n'utilise pas beaucoup les émaux. Alors, il n'utilise pas beaucoup les émaux, mais il utilise d'autres techniques qu'il maîtrise à la perfection. Et c'est aussi ce qui peut faire dire que ce sont des pièces remarquables. C'est la maîtrise technique et aussi son imagination. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui va associer des techniques aussi. C'est la manière dont il associe les techniques. Alors, les techniques qu'il utilise le plus, ce sont les filigranes et le niel. Je vais expliquer ce que c'est. Et il utilise aussi d'autres techniques qui sont peut-être moins remarquables et moins remarquables chez lui, mais qui sont aussi très importantes, comme le repoussé ou l'estampé. Ses œuvres aussi, elles sont remarquables parce qu'il est capable d'associer toutes ces techniques dans certaines œuvres, notamment les plats de reliure de l'Évangéliaire, ou un reliquaire comme le reliquaire de la côte de Saint-Pierre, qui sont vraiment une sorte d'éventail des techniques utilisées par Hugo. Et alors Hugo n'utilise aucune technique qui lui soit absolument spécifique. Les techniques qu'il utilise, on les trouve aussi sur d'autres pièces d'orfèvrerie, particulièrement dans l'orfèvrerie septentrionale. Mais il y a certaines techniques qu'il maîtrise à la perfection, et notamment les filigranes. Alors un filigrane, c'est un fil de métal qui est soit lisse, soit strié, soit perlé avec des petites boules,
qui va être soudé sur une platine de métal, sur une plaque de métal, ou alors, encore mieux et encore plus difficile, qui va être placé un petit peu en hauteur par rapport à la plaque de métal. On parle de filigrane ajourée, parce que ça crée des jours. Et à ce moment-là, il va être attaché seulement par les côtés ou par des petites piques qui permettent de le planter sur la plaque de métal. Donc Hugo a utilisé, sait très bien utiliser ces techniques-là. Et ces filigranes donc, qui ont souvent la forme de spirale, ils sont spiralés. Chez lui, il s'accompagne souvent de petits motifs végétaux, des feuilles, des fleurs, des fruits. On appelle des fruits grenus, parce qu'ils ont un petit peu des grains, comme des grappes de raisin ou des framboises. Et puis, il y a certaines œuvres, notamment les deux dont je parlais juste avant, c'est-à-dire les plats de reliure de l'Évangéliaire et le reliquaire de la côte de Saint-Pierre, où il a représenté des scènes de chasse. Donc on voit des petits personnages, alors il faut bien les chercher parce qu'ils sont noyés en quelque sorte parmi les fleurs, les fruits, les spirales, des petits personnages de chasseurs dont certains jouent du corps, des petits chiens, et puis aussi les animaux qui sont poursuivis par les chasseurs et leurs chiens. Donc sur les plats de reliure, il y a un très joli cerf avec ses bois, et puis aussi des lièvres. C'est intéressant de voir des éléments de vie quotidienne, en quelque sorte de vie laïque, qui sont mélangés avec un objet religieux. Et là, c'est peut-être, vous faisiez référence à son imagination, c'est peut-être ça aussi ? Tout à fait. C'est pas parce qu'un objet est religieux que son décor n'a pas des références laïques. D'autant que la chasse peut aussi avoir une interprétation religieuse. C'est comme les combats, par exemple, entre les vices et les vertus. On peut les interpréter comme des combats profanes, mais comme des psychomachies. Et des combats entre les vices et les vertus. Enfin, les combats entre deux personnages, on peut les interpréter comme des combats profanes, mais aussi comme des combats entre vices et vertus, ce qu'on appelle les psychomachies. Et on a un chandelier au musée de Cluny avec cette iconographie. Et donc, effectivement, on peut trouver éventuellement des sujets profanes sur des objets religieux, avec toujours peut-être cette résonance religieuse, y compris de scènes profanes. Et les scènes de chasse, ou qu'on appelle aussi synégétiques, scènes de chasse, elles existent sur d'autres pièces d'orfèvrerie de l'orfèvrerie septentrionale, mais c'est rare. Hugo a été un des orfèvres qui a eu une prédilection particulière pour ces scènes de chasse. Et donc, dans le trésor, on a, comme vous l'avez dit, beaucoup de reliquaires. Donc là, on l'a dit tout à l'heure, ce sont donc les enveloppes des reliques. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans le trésor, on a des reliquaires, mais qui ont des formes un petit peu étonnantes, parce qu'on est habitué parfois à ce qu'on appelle les chasses, qui sont un peu comme des petits coffrets, tout ça. Là, on a des formes assez originales pour des reliquaires. Oui, tout à fait. Déjà, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les formes de reliquaires vont se diversifier de plus en plus. Et là, dans le trésor, on trouve notamment des reliquaires anatomiques, c'est-à-dire dont la forme évoque la relique qui est contenue. Il y a par exemple des pieds reliquaires. Et puis aussi le reliquaire de la côte de Saint-Pierre, qui comprend un arceau qui évoque la forme de la côte, même s'il y a probablement des fragments de côte à l'intérieur de cet arceau, mais cet arceau évoque la forme de la côte. Et on appelle aussi ces reliquaires des reliquaires parlants. Mais là, ils sont plus précisément anatomiques, parce qu'un reliquaire parlant peut ne pas être un reliquaire anatomique. Par exemple, il y a un autre reliquaire parlant dans le trésor d'Ony, qui est le reliquaire du lait de la Vierge. Oui, il faut qu'on en parle de celui-là. Il est vraiment étonnant. Il est vraiment très particulier. Et il a une forme de colombe. Il est censé enfermer, abriter du lait de la Vierge. En fait, il s'agit de galactite et c'est associé à la légende de la Sainte Famille de la grotte du Saint-Lé, dans laquelle s'est arrêtée la Sainte Famille lors de sa fuite, lors de la fuite en Égypte, donc la Vierge, Saint Joseph et l'enfant Jésus. Et la légende veut qu'en allaitant l'enfant, une goutte jaillit sur les parois et toutes les parois de la grotte se sont couvertes de blanc et du lait de la Vierge.
Donc à partir de là, à partir de cette légende, il y a des reliquaires du lait de la Vierge au Moyen-Âge, mais c'est le seul reliquaire du lait de la Vierge conservé qui a une forme de colombe. Il y en avait un autre dans le trésor de la cathédrale de Laon, un reliquaire du lait de la Vierge en forme de colombe, mais il a été détruit à la Révolution française. Donc il reste celui-là. Et celui-ci a une forme de colombe comme les colombes eucharistiques, parce qu'au Moyen-Âge, on trouve aussi des colombes enfermant des hosties, qu'on appelle les colombes eucharistiques, mais ce n'est pas une colombe eucharistique, c'est une colombe reliquaire. Et cette colombe est perchée sur un nœud. C'est très étonnant parce que ses griffes accrochent un nœud qui représente une alternance de fleurs et de visages humains, et on se demande ce que c'est. Et la signification n'est pas évidente, on en a beaucoup discuté avec mon co-commissaire, avec Julien Devos, et ces visages ne sont pas du tout grimaçants, donc ça n'est pas une victoire contre le mal. Alors on pense que ce serait plutôt la Vierge, puisque la colombe évoque la Vierge, la pureté, qui protégerait l'humanité. Est-ce que c'est ça? C'est difficile. C'est un objet très complexe. Et la colombe porte une magnifique améthyste sur la poitrine, une grosse améthyste qui est symbole de pureté et qui est aussi symbole de la Jérusalem céleste. Or, sur l'objet, il y a une partie de l'objet qui peut rappeler la Jérusalem céleste. Donc voilà, c'est un objet très complexe. Et en plus, sur le pied, il y a la représentation d'une crucifixion. Donc on va de la mort du Christ à la rédemption et à la rédemption de l'humanité, en passant par le rôle fondamental de la Vierge. On voit qu'il y a tous ces petits détails qui se cachent dans ces reliquaires. Est-ce qu'il y a une ou peut-être une deuxième pièce dont vous voulez nous parler qui est particulière dans ce trésor d'Oni? Parce qu'effectivement, les reliquaires de pied et tout ça, on en voit parfois dans d'autres, mais il y a quand même des pièces assez étonnantes dans ce trésor. Oui, je crois que le reliquaire de la côte de Saint-Pierre, dont je parlais tout à l'heure, il est exceptionnel et il est quasiment unique. Ensuite, il y a eu des reliquaires des côtes qui ont pu s'en inspirer. D'ailleurs, un reliquaire de la côte de Maridoni au XVIIe siècle, qui s'est inspiré de la forme du reliquaire de la côte de Saint-Pierre au XIIIe siècle. Et alors, c'est un reliquaire donc, qui est sur pied, lui aussi, qui comprend un arceau. Sur cet arceau, il y a des filigranes avec des scènes de chasse. Et au centre de cet arceau, un petit cylindre de cristal de roche dans lequel il y a un authentique, c'est-à-dire un papier, qui comprend une inscription disant « Hugo m'a fait ». C'est une signature, c'est une inscription du XIIIe siècle, c'est absolument pas postérieur. Et il est écrit « Hugo m'a fait 1238 », on a la date. Ça, c'est la seule œuvre qui soit très précisément datée. Mais en plus, c'est très 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 rare les œuvres médiévales qui sont signées et datées en fait. Enfin, déjà signées qu'on ait le nom, je ne l'ai pas trop mentionné depuis tout à l'heure, mais déjà je trouve ça incroyable qu'on ait le nom de l'orfèvre, mais qu'en plus là on ait la date directement sur l'œuvre, c'est exceptionnel. Oui, c'est extrêmement rare et c'est vraiment une œuvre de la maturité de Hugo puisqu'il meurt vers 1240 et là on est en 1238 juste avant. Alors il faut savoir qu'il y a deux autres œuvres qui sont signées par des inscriptions, pas datées mais signées par des inscriptions de Hugo lui-même, le calice et les plats de reliure. Et donc, ce reliquaire de la côte de Saint-Pierre comprend à peu près toutes les techniques utilisées par Hugo, puisqu'il y a aussi des nielles, il y a aussi de l'estampage, des spirales qui sont estampées, c'est-à-dire créées à partir d'une matrice qui reproduit le même motif. Et Hugo a beaucoup utilisé ces matrices avec des spirales qu'on retrouve sur les plats de reliure et qu'on retrouve aussi au revers de croix du trésor. Et en plus, il a un pied représentant 4 fois la Vierge à l'enfant et 4 évêques qui sont exactement pareils, là aussi c'est de l'estampage, dont les noms sont inscrits au-dessus de leur mitre. Et il repose sur des petits dragons bipèdes qui ont été fondus à la cire perdue, qui ont seulement 2 pieds et qui marchent sur leur queue. Leur queue a une forme de fleuron et la queue vient se glisser sous les pieds de ces petits dragons. Il y a 3 petits dragons qui soutiennent le reliquaire.
précaire. On a beaucoup de détails. On peut pas parler de tout, mais je pense que quand même, il faut qu'on raconte l'histoire de ce trésor, même une fois qu'il était créé, tout ça. Parce qu'en fait, on peut se dire, oui, bon, donc ce trésor est resté au prieuré de Denis et tout va bien. En fait, non, il a une histoire qui est un peu plus rocambolesque que ça, si je puis dire. Ah oui, ça a été assez compliqué. Déjà au XVIIe siècle, à un moment, il a été transféré à Namur parce qu'il y avait des conflits et qu'il était un peu en danger. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, en 1648, qu'il y a eu un inventaire qui a été réalisé, enfin qui est déjà le deuxième d'ailleurs. Ensuite vient la Révolution française. Donc en 1794, les couvents sont supprimés. Mais là, on est en Belgique, on n'est pas en France. Oui, mais la Belgique a également été touchée par la Révolution française, de même que l'Italie du Nord aussi. Et donc, en 1794, les couvents, les monastères ont été supprimés, fermés, vendus comme bien national. Mais le dernier prieur d'Osny, dont Pierre Lot, avait anticipé et il avait caché le trésor. Il a caché le trésor en 1794, donc peut-être avant que les sbires n'arrivent pour s'emparer du trésor. Il l'a caché dans une ferme non loin d'Osny. Il est resté caché dans cette ferme jusqu'en 1817-18. Et en 1818, il a été donné, puisque le prieuré n'existait plus, donc il ne pouvait pas revenir au prieuré. Et il a été donné aux sœurs de Notre-Dame de Namur, qui elle existait encore. Et il est resté chez les sœurs de Notre-Dame de Namur pendant tout le 19e siècle, toute la première moitié du 20e siècle. Et il y a eu à nouveau un épisode assez rocambolesque pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque Göring savait que le trésor était chez les sœurs de Notre-Dame à Namur. Donc il est venu pour chercher le trésor, mais le trésor avait déjà été à nouveau caché. Il a été caché, et d'ailleurs tant mieux, parce qu'ensuite le couvent a été détruit. Donc le trésor aurait sûrement été détruit avec le couvent. Et il est revenu chez les sœurs de Notre-Dame après la guerre. Et en 1952, elles ont créé une salle spéciale, les sœurs de Notre-Dame, pour présenter le trésor. Alors, il n'était pas ouvert au public en permanence, mais elles le faisaient visiter. Il fallait prendre rendez-vous et elles le faisaient visiter. Et enfin, la dernière étape, c'est 2010, où le trésor a été... il y a eu un transfert de propriété. Il a été transféré à la Fondation Roi-Baudouin, qui en est devenue la propriétaire, pour être exposé au Musée des Arts Anciens du Namurois à Namur. Et en fait, il est chez nous actuellement, au musée de Cluny, parce que le musée des Arts Anciens va faire des travaux, et actuellement ils font des études préparatoires à des travaux. Donc il fallait vider la salle, et plutôt que de mettre le trésor d'Osny en réserve, ils l'ont proposé au musée de Cluny pour 7 mois. Et ce qu'il faut dire aussi, et ça c'est très important, c'est la première fois que le trésor sort en tant qu'ensemble du territoire belge. Il y a déjà des œuvres qui ont été prêtées ponctuellement. D'ailleurs, en 1924, il y a exactement 100 ans, il y a 3 œuvres du trésor qui avaient été prêtées au musée du Louvre. Entre-temps, il y a eu des prêts ponctuels. Mais là, c'est la première fois que le trésor sort en tant qu'ensemble du territoire belge. Et une grande partie du trésor a été prêtée. Il y a quelques objets trop fragiles qui n'ont pas pu voyager. Mais pratiquement tous les objets d'orfèvrerie, sauf 2, ont pu voyager et sont visibles au musée de Cluny. Et donc là, pour nous dire aussi quelques petites coulisses de l'exposition qu'on a en ce moment au musée de Cluny, quels sont les enjeux que vous avez eus? Est-ce que vous avez des difficultés peut-être pour présenter certaines œuvres? Le plus compliqué, ça a été de présenter des reliquaires dont je n'ai pas encore parlé, ce sont les phylactères. Ce sont des reliquaires à plusieurs lobes et de faible épaisseur, que soit on suspendait dans les églises, notamment au moment des fêtes, soit on emmenait fichés sur une hampe en procession, soit on posait sur l'autel. Et donc, à Namur, au musée, ils sont suspendus, et nous, on voulait aussi les suspendre. Mais c'était très compliqué, donc notre installateur Anthony Lalouette a créé des suspensions différentes pour chaque phylactère, parce que chaque phylactère a un anneau différent. Donc les suspensions ont été adaptées de façon très délicate à chaque anneau. Ces phylactères sont suspendus à un cadre. Et alors, ce qui nous a donné des sueurs froides, je dois dire, c'est que ce cadre est dans une vitrine qui est ce qu'on appelle une vitrine cloche, c'est-à-dire qu'il y a un capot, mais quand même assez grand et assez lourd,
qui est ensuite fixé par-dessus et qui est figé dans des rainures. Et la grosse difficulté qu'on a eue, c'est de mettre le capot. On était au moins 10 autour parce que le capot est lourd, les œuvres sont fragiles. Il y a dans cette vitrine 3 phylactères et le reliquaire de la côte de Saint-Pierre. Et là, tout le monde s'y est mis. Il y avait des collègues debout sur les caisses. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Tout ça dirigé de main de maître par notre régisseuse Laura Housset. Et tout s'est très bien passé, bien sûr, mais c'était assez... assez, comment dirais-je, on a eu un petit peu la chair de poule. Mais évidemment, on a tout sécurisé, il n'y a pas de risque. Merci beaucoup, et puis on se retrouve au musée de Cluny alors. Oui, et merci à vous, et rendez-vous au musée de Cluny jusqu'au 20 octobre. Mon invité vous l'a rappelé, vous avez donc jusqu'au 20 octobre 2024 pour visiter cette exposition. Et même si l'exposition est terminée au moment où vous écoutez cet épisode, eh bien, allez faire un tour au musée de Cluny parce que c'est toujours une bonne idée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir l'article qui accompagne l'épisode sur mon site passionmédiéviste.fr. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!